Il y a bientôt 10 ans, en septembre 2011, je disais déjà 90. Je disais 70, je disais 8 et pas 8. Je viens d'une petite bourgade qu'on appelle Chimay, mais je rentrais en première année secondaire, la 5e chez vous, au collège. J'étais un enfant particulièrement difficile à gérer, je vous l'avoue. J'avais beaucoup de mal à accepter les remarques, et tout comme vous, j'en suis certain, j'avais du mal avec l'autorité. Vous êtes français, le pays de la révolte. C'est normal. J'avais particulièrement de mal avec celle des professeurs. Je ne la comprenais pas. Je n'arrivais pas à l'apercevoir. Le jour de la rentrée, vous l'imaginez, j'étais tout excité. J'allais rencontrer, comme ici, une multitude de personnes, plein de visages différents, de parcours de vie incroyables, et j'allais m'en nourrir. Malheureusement, je n'avais pas compris qu'en classe, il fallait essayer de se taire et écouter le professeur dans un silence quasi monacal. Alors, comme si c'était écrit, mon premier cours s'est un peu mal passé, je vous l'avoue. J'étais à Saint-Vincent, dans un collège catholique, bien catholique, je peux vous réciter 2-3 prières si vous voulez. Et on commençait notre cycle secondaire par un cours de religion. Une matière propice à discussion, puisqu'elle touche à l'idéologie de chacun. Elle nous donne envie de partager, surtout quand on est un enfant, en plein développement, en plein questionnement. Alors, je commençais à poser quelques questions. Madame, c'est qui le papa de Jésus? Je n'ai pas compris. Madame, comment on fait un enfant avec Marie? Je n'ai pas compris. Et une seule remarque revenait en boucle, 3 mots qui bourdonnaient dans mes oreilles. Loïc, tais-toi! Un peu agacé et envie de partager, peut-être un peu insolent. Madame, vous savez c'est quoi un tigre qui sait pas? Loïc, tu vas te taire! Ne voyant pas le danger arriver, et encore piqué par la curiosité et l'envie d'échanger, je n'arrêtais pas de me taire. Quand l'enseignante, à un moment donné, décida de prendre mon journal de classe et d'y mettre un mot à destination de mes parents. Elle m'y ordonnait de recopier 3 fois la charte du cours de religion. Une punition, aucune explication, et moi seul, devant mon journal de classe, avec mon incompréhension. Pourquoi étais-je puni? En quoi était-ce si grave de vouloir participer à un cours? Je ne comprenais pas. Et se lança un cycle assez négatif, on peut le dire. Plus je discutais la sentence, plus je posais des questions, et plus ma situation s'aggravait, plus mon humiliation s'aggravait, à coups de retenue et de recopiage du règlement. Mais je ne voulais pas me taire. Je suis à Éloquentia, j'adore parler. Pourquoi j'arrêterais? Un jour de février 2012, quelques jours avant mon anniversaire, c'est le 12 février, les Verseaux, c'est les meilleurs. La décision finale retentit sous la forme d'un coup de téléphone à mes parents. Je rentrais, sifflotant de l'école, cartable sur le dos, j'ouvre la porte. Loïc, tu ne retourneras plus jamais à Saint-Vincent. J'étais renvoyé définitivement, mais je n'avais toujours rien compris. Les réactions de ces professeurs, cette décision de l'établissement, c'est l'exemple même de ce qu'est fondamentalement une punition. Arbitraire, insoluble, je ne la comprenais pas, humiliante. Elle ne m'a rien enseigné, rien. J'en conçus une aversion profonde pour le corps enseignant, désolé s'il y en a ici. Et il fallut attendre mes 15 ans pour rencontrer mon professeur, monsieur Lapôtre. Très ironique, moi qui étais viré d'un enseignement catholique, et lui qui était assez laïque. On ne choisit pas son prénom, mais il faut en être fier. Cet enseignant avait l'arme la plus puissante pour faire changer les comportements. C'est tout bête, la parole. Lorsque je déviais, je n'étais pas puni, mais sanctionné. Et quand je trouvais ça injuste, car ça l'était, il prenait le temps de m'expliquer. Attention, je ne restais pas impuni, mais je rentrais dans ce monde incroyable de la sanction éducative, de celle qui vous fait grandir. Alors, mesdames et messieurs,
la punition rétablit-elle vraiment l'ordre? Car là est ma question. Eh bien, en tout cas, elle en a la prétention, et ce depuis la nuit des temps. Il faut dire qu'on en est particulièrement friand. J'en veux pour preuve la ferveur des foules à l'annonce d'une condamnation sur la place publique. Ce rendez-vous immanquable avec le bourreau, qui, de par sa lame, vous rappelle à tous ce qu'il en coûte de bousculer l'ordre établi. Plus contemporain, notre soif de cour d'assises, de procès surmédiatisés, où la promesse d'une punition, voire d'un châtiment, passionne les badauds, derrière son écran sur C8. Qu'elle soit morale, religieuse ou légale, chaque norme doit être établie avant d'être transgressée. Le rôle de la punition ne serait pas ici pour rétablir un certain ordre, mais plutôt pour le maintenir. D'ailleurs, selon le sociologue Beccaria, il est nécessaire que l'État punisse toute infraction à la loi. D'une part, pour empêcher la récidive, par la privation de liberté et l'isolement du sujet problématique, et d'autre part, pour dissuader les autres citoyens d'attenter ce genre d'actes délictueux ou criminels. Le but étant encore ici de maintenir un État ordonné, plutôt que de le construire. Mais pour obtenir ce rappel à l'ordre, est-il vraiment nécessaire de répondre à une violence par une autre violence? Est-ce là la bonne méthode pour éduquer les citoyens, leur transmettre les valeurs morales qui semblent être le liant de notre société? Là est toute la nuance. De l'ordre pour tous demande qu'il y ait action quand une règle n'est pas respectée. Mais à la punition, qui agenouille et humilie devant tous, je préfère la sanction réparatrice, qui, elle, a pour but de mettre la personne en face de son erreur, lui en faire prendre conscience pour qu'à l'avenir, elle ne la reproduise plus. Je préfère amplement voir un enfant au fond de la cour, en train de ramasser les papiers par terre pour avoir négligemment jeté celui de son chocobon pendant la récréation, que de le voir juste là, au coin, face au mur, humilié et culpabilisant devant tous. Les lois seules ne nous empêchent pas de faire le mal autour de nous. Quand un voleur entre par effraction chez vous, ce vulgaire bout de papier qu'est le code pénal est bien insuffisant pour l'en dissuader. Les articles 226-4 et 211-1, c'est le code pénal français, désolé, ne sont que de vulgaires lignes, une suite de caractères, des phrases qui ne veulent rien dire pour lui. D'ailleurs, il ne les a probablement jamais lues. C'est dommage. Le seul réel moyen de maintenir l'ordre, c'est de comprendre l'essence de la règle, plus que la règle elle-même. Évidemment. Mais pour ça, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps d'expliquer cette règle et son bien-fondé. Pourquoi c'est pas bien de mettre une gifle à son copain? C'est pas le fait de le dire qui va le faire changer. C'est le fait de lui faire comprendre la violence, c'est mal. Être puni n'offre aucune opportunité, si ce n'est celle d'être humilié face à tous. La punition cultive la rancœur. Elle est le germe d'autres problèmes. La sanction, elle, offre une vraie opportunité, une chance réelle, celle de grandir pour son propre bien et surtout celui de la société. Alors, mesdames et messieurs, si ce soir je suis là, ce matin, devant vous, c'est pour vous convaincre d'une chose. Je vous en prie. À la tyrannie infertile de la punition, je nous propose d'adopter dès aujourd'hui la puissance réparatrice de la sanction. Merci beaucoup.